C'est un chant de survie dans une langue qui doit lutter pour ne pas disparaître, le ladino. La langue des Juifs séfarades installés dans l'Empire ottoman depuis leur expulsion d'Espagne par Isabelle la catholique en 1492. La musique séfarade parle d'amour, de tristesse, de la vie. Il y a de la douleur aussi, car ils pensaient toujours au pays qu'ils avaient fui. Mais il y a aussi tout ce que les paroles taisent. Les non-dits d'une communauté juive en terre d'islam qui, pour rester sauve, a dû apprendre à faire profil bas. Les séfarades de Turquie ont pourtant connu des heures riches de culture et dessiné la relation complexe que la Turquie d'aujourd'hui entretient avec le monde juif. Un quai sur le Bosphore. Telle est la première vision qui s'offre aux exilés arrivant ici à la fin du XVe siècle. Après des mois de fuite et d'angoisse, tout semble enfin sourire aux Juifs espagnols qui s'installent en nombre dans le quartier d'Ascoy, sur la rive nord de la Corne d'Or. Celle qu'on appelle alors Constantinople n'a été conquise que 40 ans plus tôt par les Ottomans, qui débutent leur expansion vers l'Europe et les Balkans. Pour le sultan qui les accueille, ces immigrés connaissant bien le vieux continent semblent comme tombés du ciel. Selon la légende, le sultan Bayezid II aurait dit « Mais qui est ce roi d'Espagne qui m'envoie des Juifs pour enrichir mon pays et appauvrir le sien ?» Le sultan Bayezid a ouvert grand les bras aux Juifs, parce qu'il savait qu'ils apportaient beaucoup de richesses, du point de vue de la technologie et même de la science. Par exemple, l'Empire ne connaissait pas l'imprimerie. Et en un an seulement après leur arrivée en 1493, les Juifs ont imprimé le premier livre de tout l'Empire ottoman. Nombre de ces Juifs séfarades jouissaient d'une position sociale élevée en Espagne. Ils intègrent très vite l'appareil d'État ottoman, alors en pleine expansion. Mettant au service de l'Empire leurs connaissances en médecine et leur réseau en Europe, ils développent commerce international et finances. En quelques décennies à peine, certains accèdent à des charges importantes et honorifiques auprès du sultan. En contrepartie, ce protecteur de tous les croyants leur offre tolérance et indépendance. Les Juifs n'avaient pas d'obligation de parler le turc ou l'ottoman. Et pendant des années, les hommes comme les femmes ont parlé la langue séfarade espagnole, le ladino. Et c'est pour cette raison que le pays où l'on parlait le plus la langue judéo-espagnole est la Turquie. Dans les rues de Constantinople la cosmopolite, le ladino fleurit. Très vite à l'étroit à Ascoy, la communauté séfarade s'installe dans le quartier de Balat, situé de l'autre côté de la berge de la Corne d'Or. Aujourd'hui, ces maisons rénovées et multicolores en font l'un des quartiers les plus animés d'Istanbul. Au XVIe siècle, il est surtout l'épicentre d'une communauté qui s'enrichit tant qu'elle prend l'ascendant moral sur tous les Juifs de l'Empire, même ceux de Jérusalem. Ils imposent leurs rituels dans les vieilles synagogues, comme dans celle d'Arida, la plus ancienne d'Istanbul, dont ils transforment l'estrade, la teva, où est lue la Torah. C'est la forme de l'arche de Noé, mais aussi celle des bateaux qui sont venus d'Espagne, les caravelles qui emportaient les Juifs. Et en peu de temps, leur culture a dominé celle des Juifs autochtones, qu'on appelait les Roumanotes. Ainsi, comme cette teva, cette synagogue est devenue le symbole des Juifs séfarades de tout l'Empire ottoman. À
À la fin du XVIe siècle, la communauté séfarade, tout comme l'Empire ottoman, est à son apogée. Mais cette communauté florissante à l'intégration exemplaire va bientôt se heurter au déclin de son économie et de son prestige. C'est à Izmir, surnommée la perle de la mer Égée, que s'ouvre ce deuxième acte. Aux côtés d'Istanbul, la ville est alors un grand centre de la vie séfarade, mais pas seulement. Il faut imaginer que dans ce marché, on pouvait entendre du ladino, de l'hébreu, mais aussi de l'arménien, du turc et du grec. Et les commerçants qui vendaient leurs produits criaient comme aujourd'hui dans toutes ces langues. La ville est un grand foyer de peuplement grec. Des Grecs, eux aussi protégés par le sultan. Plus nombreux, mieux connectés encore au vieux continent, leurs réseaux prennent l'ascendant à partir du XVIIe siècle. La communauté séfarade peut encore compter sur sa solidarité et son unité religieuse. Quand on sortait de cette rue du marché, pour aller dans la rue derrière moi, on commençait à sentir une autre atmosphère et entendre des chants religieux, par exemple, comme celui-là. Dans cette synagogue, la disposition des sièges nous montre que les gens ne venaient pas seulement pour prier, mais aussi pour se rencontrer. Ils pouvaient parler de leurs affaires commerciales. Il n'y avait nulle part où se rassembler, au XVIIe et XVIIIe siècle dans la communauté. Alors, ils venaient tous dans cette synagogue pour discuter. On y parle théologie, ésotérisme, kabbalistique, mais bientôt les esprits s'échauffent et des mouvements messianistes se développent. Ils créent de dangereuses dissensions dans la communauté. Et c'est un enfant juif d'Izmir, Sabbatai Tsevi, qui mène cette crise à son paroxysme. Joseph Escapa et un autre rabbin important, Yitzhak de Alba, ont très probablement enseigné la Torah à Sabbatai Tsevi dans cette synagogue. Et c'est aussi dans ce lieu que ces mêmes rabbins l'ont expulsé quand il s'est autoproclamé le nouveau Messie. Le jeune homme fait de nombreux adeptes. Dans le judaïsme, le schisme est profond. Face aux troubles, le sultan le fait arrêter en 1666 et lui propose un marché. Prouver son caractère immortel s'il accepte d'être transpercé de flèches ou se convertir à l'islam. Sabbatai Tsevi devient musulman. Une honte pour tous ses suiveurs et un cataclysme qui jette l'opprobre sur toute la communauté des séfarades de Turquie, qui perd définitivement son aura parmi les autres juifs de l'Empire. La communauté juive d'Izmir a commencé à s'effondrer, car elle a dû faire profil bas. D'abord, l'autorité religieuse a changé de main et imposé d'autres rituels, une plus grande rigueur. Et ensuite, d'un autre côté, comme cela a beaucoup déçu dans le pays, bien des ladinos ont dû perdre leur travail, des commerçants par exemple. Et la vie économique de la communauté s'est délitée. Paupérisés et marginalisés, les Juifs sont aussi confrontés au lent déclin territorial de l'Empire ottoman. De 200 000 à leur apogée, ils ne sont plus que 80 000 quand l'Empire, qu'on appelait la Grande Porte, est dépecé à l'issue de la Première Guerre mondiale pour donner naissance à la Turquie. C'est désormais dans les quartiers pauvres, comme l'était alors Galata à Istanbul, que cette communauté tente de survivre.
Les familles juives n'étaient pas très instruites, à la fois parce qu'elles étaient très pauvres et pour d'autres raisons, en particulier les filles qui restaient à la maison. Devant cette misère, l'Alliance israélite universelle, un réseau d'entraide internationale de la diaspora, décide de créer des écoles pour les Juifs du Levant. L'une des premières ouvre en 1875 à Galata. Ces écoles de l'Alliance israélite universelle ont pu donner l'éducation à de nombreuses personnes. Cela a été une très bonne chose. On était renfermés. Il s'agissait de nous ouvrir vers une culture plus universelle. Un enseignement alors dispensé dans la langue phare de l'époque, le français. Avec l'ouverture des écoles de l'Alliance et la fréquentation de ces écoles, une communauté francophone s'est formée ici. En conséquence, le ladino a commencé à être moins parlé par ces familles. Mais l'Empire ottoman se meurt et en 1923, le nationalisme de la jeune République laïque turque met fin à la politique de tolérance envers les communautés. Le ladino, comme le grec ou l'arménien, sont prohibés dans les années 30. Et dans les années 40, ceux qui s'accrochent à leur communauté doivent faire face à des lois de plus en plus oppressives. Mes grands-parents maternels ont vécu ici. Ma tante est d'ailleurs née dans cette maison. Elle est née en 1940. 2 ou 3 ans après, l'impôt sur la fortune a été imposé à tous les non-musulmans pendant la Seconde Guerre mondiale. Ceux qui pouvaient payer cet impôt l'ont payé. C'était un impôt très élevé et ils ont perdu beaucoup de leurs biens. Mais ceux qui ne pouvaient pas le payer ont été condamnés aux travaux forcés au camp d'Ashkelé. Mon grand-père y est aussi allé, bien sûr, car la famille n'était pas très riche. C'était des années très, très difficiles. Ce n'était pas facile. Pas de mari, un bébé à la maison. Et même si les Juifs de Turquie échappent à la Shoah, une écrasante majorité part pour Israël à partir de 1948, constituant la masse laborieuse de la jeune nation. Ceux qui restent, quelques milliers seulement, tentent de sauvegarder leur culture à travers la défense de leur langue et de leur musique. Pour ma part, ce que je peux faire, c'est chanter pour faire perdurer le ladino le plus longtemps possible. Elles sont très universelles, ces chansons séfarades. Tu peux chanter avec un groupe de rock, tu peux chanter à la manière du tango ou du flamenco, ou encore à la turque. O como música turca, por ejemplo, dos amantes tengo la mi mamá, que me le dome yo. El uno es pantalonero, el otro es particular.